Merci d'être avec nous. Face à vous, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et tête de liste aux européennes. Et enfin, Jean-Frédéric Poisson, bonjour à vous. Et les zones à risque. On est allé voir sur le site du Quai d'Orsay. Chaque voyageur, vous préparez votre voyage, vous allez voir sur le site du Quai d'Orsay. Regardez l'Afrique. L'Afrique, elle est... alors, on va voir le Maghreb en particulier, intégralement, à l'exception d'une partie du Maroc, en alerte jaune minimum. Donc ça veut dire qu'on ne va plus en Afrique. Et regardez le Maghreb. Ça veut dire qu'on ne va plus en Afrique. C'est ça qu'il faut conclure de tout ça, finalement, Nathalie Arthaud, excusez-moi. Oui, vous posez une bonne question, mais on peut aussi prendre le point de vue des populations, parce que là, on se pose la question en tant que touristes français qui voudraient découvrir les beautés de ce monde, de cette terre, etc. Mais dans toutes ces zones, il y a des femmes et des hommes, il y a des villages, il y a des petites villes. Qui vivent beaucoup du tourisme, en l'occurrence, pour certains. Et qui vivent de plus en plus sous la coupe, effectivement, de bandes armées, dans une situation de chaos qui, en fait, s'accroît. Et il faut poser la question de la responsabilité de la France. Parce que moi, je pose la question de l'engagement, effectivement, des troupes françaises de l'opération Barkhane. Qu'est-ce qu'elles font en Afrique ? Ça fait... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles font ? Elles n'ont pas la place en leur Afrique ou est-ce qu'elles n'en font pas assez ? Ah, mais moi, clairement, je pense que les troupes françaises, que la politique effectivement de la France, les intérêts de la France, l'influence de la France qui remonte à la colonisation, est bien sûr néfaste. La réalité, c'est que ce chaos, il a un terreau. C'est le terreau de la misère, c'est le terreau de ce pillage qui continue. C'est le fait que l'Afrique, on ne la voit que comme une espèce d'immense réservoir de richesse qu'il faut aller prendre, qu'il faut aller exploiter. Mais quand est-ce que ces populations, elles en profitent un tant soit peu ? Quand est-ce qu'effectivement, ils peuvent développer... Est-ce que ce ne serait pas pire, Nathalie Arthaud, s'il n'y avait pas les... Eh bien moi, je ne le crois pas. Vous savez, ça fait des décennies, y compris au moment de la colonisation, on expliquait qu'on allait apporter la civilisation. On a apporté quoi à l'Afrique ? Et aujourd'hui encore, c'est une politique qui est impérialiste. Alors évidemment, tout ça, ça se paye. Et ça se paye, d'abord, c'est les populations locales qui le payent. Parce qu'y compris dans la bande sahélienne, ce que j'ai vu, c'est qu'y compris les populations civiles, il y avait eu 500 morts en 2018. C'est d'abord et avant tout ça. Donc si, moi je tiens à le dénoncer absolument, parce qu'on nous dit toujours qu'on apporte la démocratie, etc. Où elle est la démocratie ? Elle est où là ? Excusez-moi. C'est l'instabilité de A jusqu'à Z en Libye. Elle est où la démocratie ? Qu'est-ce que la France elle fait en Libye aujourd'hui en soutenant Haftar ? Vous ne croyez pas qu'il va y avoir un sentiment anti-français qui va se développer en Libye ? Bien sûr que si. Bon, je suis allé, je suis médecin, je suis allé toute ma vie en Afrique apporter ce que je pouvais apporter. J'ai éduqué, élevé, enseigné, j'ai créé des milliers et des milliers de médecins africains qui font leur boulot. Je continue à aller en Afrique, je vais essayer de soigner les gens, je vais dans des zones qui sont quelquefois difficiles en prenant mes responsabilités pour soigner des blessés. Je suis demandé par mes élèves et je ne vais pas leur dire débrouillez-vous, on n'est plus là. Je suis désolé. La réalité, c'est que la France, elle a bloqué tout développement sur ce continent africain. Et effectivement, ces populations aimeraient, oui, bien sûr, se développer, y compris, ils ont de quoi s'éduquer. Mais il faut arrêter de les piller systématiquement. Jean-Frédéric Poisson, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. J'entends ce temps par ne plus pouvoir voyager. Je caricature un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, Ilana Sicurel ? Moi, j'ai entendu le mot responsabilité, mais les premiers responsables et les premiers coupables, c'est les terroristes. Oui. Donc j'aimerais qu'on revienne là. Et il y a 3 manières de lutter contre le terrorisme. Moi, j'ai été très choquée, pardonnez-moi madame, par ce discours qui laisse entendre que finalement, ce terrorisme, c'est pas ça que vous condamnez en premier lieu. Moi, il y a 3 manières de lutter contre le terrorisme. 1, c'est l'action militaire. Elle a été engagée par François Hollande. On doit être dans une union nationale par rapport à cela. On ne doit pas être dans des polémiques politiciennes. Vous avez raison de rendre hommage à François Hollande. On continue. Et dans le cadre de l'Europe, on peut aller encore plus loin. Donc ça, c'est une chose que nous devons évidemment continuer. Deuxièmement, c'est se poser la question. Nous, on est dans une démocratie, la liberté d'aller et venir. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on doit aborder ensemble. C'est comment est-ce qu'on ne dépasse pas la limite de s'interdire tellement de choses qu'en fait, les terroristes, ceux qui veulent remettre en cause nos libertés, finalement, auront quelque part gagné. Et troisièmement, et là, je vous rejoins, mais je ne suis pas d'accord avec votre diagnostic, c'est évidemment le développement. Et là encore, le développement de l'Afrique, c'est une priorité du gouvernement, c'est une priorité aussi dans le cadre de l'Europe, et c'est ce que nous portons dans le cadre de Renaissance. Et c'est la clé. Mais bien sûr, c'est pas un fascicule, c'est un
programme très sérieux. Programme, mais c'est bien sûr important parce que le terrorisme, évidemment, il se développe d'autant plus quand vous avez la misère et nous devons, nous, être responsables et co-responsables dans cette nécessité en Afrique avec un enjeu démographique qui est géant et ce sont des enjeux que nous devons prendre à bras le corps de manière positive en permettant ce développement en Rapidement, Afrique. vous répondez, Nathalie Arthaud, je vous vois réagir. Mais oui, mais parce que c'est quand même c'est scandaleux quand vous expliquez qu'en gros, je couvre le terrorisme. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Je le dénonce évidemment le terrorisme. Mais vous parlez de colonisation, je ne l'ai pas entendu. Mais alors, tant mieux, si vous permettez, condamnons-le ensemble. Je vous explique un peu plus. Je suis en train de dire que les premières victimes de ces bandes terroristes, de ces bandes armées d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est des bandits aussi de grand chemin. Pourquoi condamner la guerre contre eux alors, madame? Alors, pourrais-je finir ma phrase pour vous expliquer, parce que vous avez du mal à me comprendre. Moi aussi. Donc, ces groupes-là, en réalité, bien sûr qu'ils imposent leur domination d'abord sur les populations. Et c'est d'abord les populations locales qui en sont victimes. Et moi, je les dénonce, ces gens-là. C'est des dictateurs en herbe, bien sûr. Mais qui crée les conditions du développement de ces groupes terroristes? Vous l'alimentez, effectivement. Vous alimentez ces groupes terroristes avec cette politique. En accompagnement le développement, en investissement dans le développement. Mais le développement, tout ça, c'est de la blague. La réalité, c'est que c'est le pillage qui continue. On le sait tous, ce qui se passe dans les mines de coltan au Congo. On sait tous ces enfants qui meurent dans les mines, ces femmes et hommes qui travaillent dur pour approvisionner ces multinationales, qui n'ont même pas le droit de vivre, même pas le droit de nourrir leur famille. On sait ce qui se passe. Les gens, ils sont dans le plus grand dénuement, et y compris, ils sont soumis à des dictateurs. Arrêtez le développement, je suis désolé. Des dictateurs que la France, elle, soutient, et que, y compris, elle met en place. Le développement, c'est aussi la santé. Le développement, c'est l'OMS. Le développement, et l'éducation. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve dans un instant, s'il vous plaît. Vous êtes dans l'idéologie. On se retrouve dans un instant. On continuera à creuser ce sujet. Nous parlerons également du glyphosate. Dangereux ou pas? C'est une unanimité générale? Moi, je trouve que c'est une polémique complètement politicienne. Voilà. Bon, maintenant, je suis désolée de perturber Monsieur Debré en disant que la misère, elle s'accroît, que le chaos s'accroît, que la déstabilisation s'accroît sur ce continent. Je suis désolée de vous perturber en disant que voilà. Mais vous y allez souvent en Afrique. Je suis vraiment navrée. Est-ce que vous y êtes allé souvent en Afrique? Mais vous posez la bonne question. J'ai vacciné des milliers et des milliers de personnes contre le choléra. Comment expliquez-vous la prolifération de ces bandes armées qui, effectivement, utilisent en lien avec les terroristes? Comment expliquez-vous que les Peuls, que les Touaregs commencent à être effectivement des relais de Al-Qaïda en Afrique? Comment expliquez-vous tout cela? C'est à ces questions-là, je pense qu'il faut réfléchir. Et moi, je ne peux l'expliquer que par la corruption, la misère, le dénuement, l'exploitation et le pillage. Et ce sont de vastes questions, évidemment, qui concernent l'Afrique et qui nous concernent incidemment. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, si vous voulez bien, qui n'a bien sûr rien à voir, mais qui nous concerne tous aussi directement. C'est la question du glyphosate. Est-ce qu'il est dangereux ou aussi dangereux qu'on veut bien le croire, ou est-ce qu'on s'est trompé? Allons bon. Nathalie Arthaud, vous y voyez la main noire des lobbies sur ce genre de rapport? En tout cas, c'est pas la main noire de la confrérie des bouchers charcutiers. Vous semble-t-il. Là, eux, apparemment... Le lobby des bouchers charcutiers est encore un peu en manque d'influence. Ils ont loupé le coche. Non, mais par contre, c'est une évidence que tout ça, c'est une affaire de gros sous. Voilà, mais comme tout dans la société, et quand il y a des intérêts aussi importants que ça en jeu, comme un trust, comme Monsanto, enfin maintenant Bayer, Monsanto, eh bien, on peut avoir peur. Voilà, il faut avoir peur parce que ils sont prêts effectivement à nous mentir, y compris à acheter un certain nombre de scientifiques. Enfin, moi, je sais qu'il y avait un rapport qui avait été établi d'ailleurs par l'Union européenne, qui avait été un copier-coller des analyses produites par Monsanto lui-même. Donc, effectivement, méfiance. Et moi, je pense que effectivement, notre société, elle devrait fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire d'abord le principe de précaution, d'abord ce qui est nécessaire effectivement pour préserver la sécurité, la santé des travailleurs, des consommateurs, et puis le profit après. Voilà. Mais alors ça, vous savez que c'est quand même assez embêtant ce que vous nous racontez, parce que on est là à poser beaucoup à travers la crise des Gilets jaunes, mais pas seulement, la question de la crédibilité des politiques. Or, c'est signé encore une fois par des élus de la République, ce rapport. Donc c'est pas rien. Mais il est suspect. Il est sur l'Europe, toujours près, Daniel Cohn-Bendit. On va être vraiment sur un débat presque idéologique, là. Nathalie Arthaud, vous dites quoi, vous, à cette question? Stop ou encore à l'Europe? Ce que je pense, moi, de cette construction européenne, c'est que, elle a été faite exclusivement
dans la perspective de développer les affaires, le business, le commerce. C'était le marché commun, le fondement de cette construction européenne, et ça a continué comme ça. Alors on est arrivé à un espèce de mariage de raison où chacun fait chambre à part. On ne met pas son compte en banque en commun, et puis alors dès qu'il y a une petite crise, une petite scène de ménage, alors là, ça divorce. Voilà, et moi je pense que dans cette société où finalement tout est fait pour les intérêts de ces capitalistes, mais qui sont en rivalité, qui sont en permanence en train de se mener une guerre commerciale, il faut bien le comprendre, eh bien tout ça, ça peut pas tenir bon. Voilà, c'est à partir du moment où il n'y a que des rapports de domination, des conflits, etc., cette Europe, elle est ni faite ni à faire. Voilà, et y compris elle se défait. Elle se défait. Donc, bon. Et est-ce qu'il est souhaitable qu'elle se défasse? Est-ce que vous y êtes favorable à une forme de déconstruction européenne? Moi, je suis favorable que les travailleurs ils s'en mêlent, que les travailleurs ils se mêlent de non seulement de la politique, mais qu'ils prennent en main les choses, qu'ils prennent en main effectivement le pouvoir sur ces entreprises. Et je suis sûr qu'ils transformeront la société, et que la seule perspective, c'est qu'ils unifient les travailleurs, mais qu'ils unifient effectivement l'Europe véritablement, mais sur des bases tout autres, des bases fraternelles, des bases égalitaires, toute chose qui est absolument impossible avec cette logique économique. Bernard Debré est en train de bouillir. Oui, je boue pour deux raisons. D'abord, vous avez un langage qui est tout à fait légitime, mais alors pourquoi est-ce que dans les sondages, vous êtes aussi peu représenté? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au top? Regardez, comme d'ailleurs les Gilets jaunes. La contestation des Gilets jaunes qui, oui, mais attendez, vous voyez, si vous permettez, les Gilets jaunes... sans que ça soit visible par le vote... Eh bien, tant mieux, on va voir. Les Gilets jaunes se présentent, on va voir. Pour l'instant, ils sont crédités de 2%. C'est quand même pas je vous parle du mouvement social, je vous parle de la contestation sociale. Ils sont pas tous je vous parle de ces femmes et hommes dans la rue. On ne peut pas imaginer une France isolée dans une compétition internationale. Vous voyez la France contre la Chine, vous voyez la France contre les États-Unis, vous voyez la France toute seule en essayant de vendre ces petites choses, son saucisson par exemple, ou sa viande, c'est pas possible. Nous sommes dans une compétition internationale, qu'on le veuille ou non. C'est une compétition majeure. C'est ça que je ne veux pas, moi, c'est cette compétition, cette société qui est basée en permanence sur cette compétition, sur la guerre commerciale, sur le marché, sur la loi du profit. C'est ce que je dénonce précisément. Je pense qu'on pourra construire des véritables rapports fraternels uniquement si on arrête avec cette compétition infernale. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Exactement. Ça n'a pas marché. Exactement. Travailleurs de tous les pays. Stop ou encore l'Europe, on reprend le débat dans un bref instant, et puis on ira également au tribunal correctionnel de Paris où va s'ouvrir dans un gros quart d'heure maintenant le procès des époux Balkany. À tout de suite. Est-ce que je peux dire Pourquoi est-ce que c'est si dangereux pour Emmanuel Macron? Parce qu'il se met en avant. Et si jamais il perd, il va y avoir effectivement pas des conséquences. Je ne demande pas du tout sa démission, comme le dit Marine Le Pen. Il est président de la République jusqu'en 2022. Oui. Bon, et il restera. Oui. Mais c'est absurde de se mettre en avant parce qu'il veut qu'il y ait un combat. On voit beaucoup de ministres aussi sur le terrain en ce moment. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Je trouve qu'il est désastreux de voir que le débat, c'est Marine Le Pen qui n'est pas candidate et Macron qui n'est pas candidat. Et je trouve que les autres listes, europhiles, comme je le suis, comme nous le sommes, sont un peu éclipsés par ce combat, ce débat entre deux personnes. Libre à vous de casser l'idée de ce débat, de ce duel. Moi, j'ai envie de le casser. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'entends, ce débat, j'ai l'impression d'assister à, vous savez, un match de catch. C'est-à-dire, plus on cogne fort, plus c'est pour de faux. Voilà. Parce que quand on regarde précisément... Il y en a un qui vient de mourir, là. Quand on regarde précisément, eh bien, en fait, c'est porteur exactement des mêmes idées, des mêmes conceptions. Alors, le protectionnisme, Madame Le Pen, elle le prône à l'échelle des frontières nationales. Monsieur Macron, lui, c'est à l'échelle de l'Europe. Mais c'est toujours la même idée. Il faut craindre les autres et les travailleurs, les plus pauvres. Il faut en avoir peur. D'ailleurs, il faut renforcer forcément les frontières, les empêcher de venir, etc., etc. Et sur le fond, jamais, ni l'un ni l'autre ne dit il y a de l'argent dans cette société, il y a de l'argent effectivement dans ces grands groupes industriels et commerciaux. Il faut l'utiliser pour enfin combattre cette misère. Alors, ils sont tous à dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on peut la combattre, la misère. On peut la combattre. On peut effectivement changer les choses. Alors voilà. Après, moi, je constate effectivement que cette élection, elle intéresse
très peu, voire pas du tout le monde ouvrier. Mais bon, il faut aussi constater une chose, c'est que ça fait des années et des années que les travailleurs écroulent sous les problèmes. Parce que quand on n'a pas d'argent dans cette société, tout se transforme très vite en catastrophe. Ils constatent depuis des années qu'ils ne peuvent pas compter sur les pouvoirs publics. Alors le Parlement européen, vous imaginez. Bon, et puis en plus, il y a un aspect indécent à cette campagne. Parce que moi, je suis désolée, madame, mais quand j'entends La République En Marche, Nathalie Loiseau expliquer qu'ils vont mettre en place une Europe sociale, franchement, c'est écœurant. C'est écœurant quand ça vient de la bouche d'un gouvernement qui n'a eu de cesse de faire reculer les travailleurs, qui laisse en place la protection du travailleur, mais elle nous importe aussi un SMIC à 1 200 € net qui est absolument indigne. Comment voulez-vous que tout ça soit pas considéré comme écœurant? Alors voilà, moi en tout cas, nous avons envie d'envoyer balader tout ça, mais d'un point de vue de travailleurs conscients qu'effectivement il va falloir qu'ils se battent pour leurs intérêts dans les luttes collectives, dans les mobilisations. Donc moi j'appelle dans les urnes à un cri de ralliement. Il faut que les travailleurs effectivement voter. Et qu'ils votent pour ce programme, pour un programme de lutte. Vous venez nous dire qu'ils ne votent pas et maintenant vous les appelez à aller dans les urnes. Jean-Frédéric Poisson, est-ce que c'est la première? Non, moi j'ai envie de dire que c'est très révélateur, encore une fois, de notre société en règle générale, parce que là, effectivement, on peut parler de Cahuzac. Il a été condamné, déjà Balkany, pour abus de biens sociaux. Il a été condamné, effectivement, et il a été déjà inéligible. Oui. Bon, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Mais j'ai lu dans Le Parisien qu'il avait l'habitude de se balader en peignoir avec sa liasse de billets dans les poches. Bon, ok. Mais vous voyez, y compris Isabelle Balkany, elle payait avec un billet de 500. Mais c'est pas un billet de 500 là qu'on a vu mettre sur la table, vous savez, au moment de la Notre-Dame de Paris. Là, c'est des centaines de millions. Et je pense que, bien sûr que ça a un lien. Oui. Parce que Ils étaient volés, ces millions. Eh bien oui, moi je pense que c'est centaines de millions et en réalité c'est dizaines de milliards. J'aimerais juste qui un mot de s'accumulent Pierre-Yves Bournazal. dans les mains de quelques-uns. Oui, c'est aussi une forme d'abus de biens sociaux pour moi en tout cas. La justice, rien que la justice.